les amis de la Terre, les glaneurs, les recycleuses, les do it yourself, les innovateurs, les citoyennes solidaires, les défricheurs. Votre dose d'initiative 100% positive. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence radio proposée par les défricheurs. Vous écoutez Paul Torino à l'antenne. Merci au public qui est venu assister à cette conférence radio, qui est réalisée dans le cadre du plan régional Santé-Environnement Grand Est, en partenariat avec le centre socio-culturel d'Elzo, qui nous accueille d'ailleurs aujourd'hui pour cette occasion et qui nous a permis d'installer notre radio itinérante. Merci donc à Laurent Lab et à toute son équipe. Respirer un air intérieur plus sain, quels sont les bons gestes pour réduire la pollution de l'air intérieur? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Nos invités vont apporter des éléments de réponse et nous décortiquer cette problématique complexe de la qualité de l'air intérieur. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui 4 experts du sujet. Cécile Jarand, initiatrice du projet Air-Éducation et directrice de la formation professionnelle et continue à l'Université Paris-Est Créteil, UPEC. Bonjour. Élodie Delved, Herved, ingénieure de formation à l'UPEC et chargée de mission de ce même dispositif Air-Éducation. Bonjour. bonjour. Philippe Ziegwald, architecte spécialiste de la qualité de l'air. Bonjour à vous. Bonjour. Et Martine Hoth, conseillère médicale en environnement intérieur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bonjour à tous. Et pour débuter cette émission, les défricheurs sont allés à la rencontre des Strasbourgeois et Strasbourgeoises pour avoir leur avis sur la pollution de l'air. Donc nous sommes allés avec nos enregistreurs dans la rue et je vous propose d'écouter tout de suite. Je pense pas, non. Je sais pas. Non, franchement, je pense que ça va peut-être améliorer les choses. Les micro-trottoirs citoyens par les défricheurs. C'est le cours de la vie, c'est tout, ça va augmenter, puis voilà. Pourquoi pas? Ouais, je pense que c'est possible. Les défricheurs sont allés à la rencontre des Strasbourgeois et Strasbourgeoises pour connaître leur avis sur la pollution de l'air. Au micro, Juliette et Devicia. Qu'est-ce que vous connaissez sur la pollution? Il y a pas mal de choses qui polluent, les voitures et tout ça, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait pour. Ça nous empêche de respirer correctement. C'est mauvais pour la planète et pour la santé des êtres qui vivent dessus. Des particules fines, les gaz à effet de serre. Je sais que l'air est plus pollué en zone urbaine qu'en zone rurale. Pensez-vous que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur? Non, je pense que l'air extérieur est peut-être plus pollué. Enfin, je vois pas à l'intérieur de la maison qu'est-ce qui pourrait polluer. Forcément, ça dépend à quel point on aère ou pas, non? En tout cas, équivalent pollué à l'air extérieur. Non, moi il me semble que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Ça dépend d'où on habite en fait. Si on habite au centre-ville, je suis pas certaine que ce soit moins pollué que l'extérieur. Mais si on habite en campagne, je pense que c'est peut-être moins pollué que l'extérieur. J'espère que oui, mais des fois quand on voit le nombre de voitures qui circulent en ville, les embouteillages, on peut se poser la question. Est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes de santé liés à la pollution de l'air intérieur? Pour les personnes âgées qui sont fragiles, là-dessus, ça peut être, comme elles sont plus fragiles, les enfants aussi. L'air, il passe partout et de toute façon, on peut pas empêcher... faut empêcher la pollution tout court pour empêcher la pollution de l'air. Et du coup, ça peut donner des maladies, comme dit avant, et ça peut filer des cancers ou des trucs comme ça. C'est comme quand il y a beaucoup de poussière, après on tousse. Et après on devient asthmatique. C'est évident, moi je suis allergique. Des problèmes respiratoires, des allergies, des virus, voilà. Et quelles sont les solutions pour purifier son air intérieur? Avoir des plantes, c'est des polluants. Éviter les parfums de synthèse, choisir des matériaux naturels pour les peintures, les sols. Faire un filtre à charbon, c'est tout ce que je connais, des trucs comme ça. Ouvrir les fenêtres. Les micro-trottoirs citoyens par les défricheurs. C'est le cours de la vie, c'est tout, ça va augmenter, puis voilà. Pourquoi pas? Ouais, je pense que c'est possible.
Voilà, vous avez pu entendre toutes ces réponses qui sont sûrement très intéressantes pour nos invités et qui nous prouvent que les citoyens sont soucieux de la qualité de l'air que nous respirons, qu'elle soit extérieure ou intérieure, et on peut observer qu'ils ont de nombreuses préoccupations pour leur santé. Nous allons donc essayer durant cette conférence de répondre à un maximum de questions et je vais demander à tous nos invités d'abord peut-être une première réaction sur ce que nous venons d'entendre. Élodie Delvet, peut-être est-ce qu'on peut commencer par vous? Déjà, on se rend compte qu'en fait, il y a déjà pas mal de solutions et de connaissances dans la rue. Donc les gens se renseignent et appliquent des gestes qui sont effectivement, on n'entend pas, qui seront recommandés. Et il y a par contre effectivement des poncifs qui sont très récurrents et qu'on va essayer de démêler ici sur notamment les différences entre pollution, réchauffement climatique, la dangerosité de l'air extérieur et de l'air intérieur, sur le fait qu'à la campagne c'est moins pollué que la ville, etc. Donc ça c'est des constructions, mais qui du coup je suis plutôt optimiste sur le fait de les déconstruire. D'accord, Cécile Jahan. Je rejoins ce que vient de dire Élodie. J'ai retenu dans les interactions ça va augmenter et voilà. Non, ça peut ne pas augmenter à la condition de comprendre quels sont les leviers qu'on peut activer tant au niveau individuel, collectif, politique, économique, pour qu'effectivement ça n'augmente plus. Et Monsieur Zigwald, qu'est-ce que vous avez retenu de... On le voit qu'on parle en même temps d'air intérieur et d'air extérieur, quoi. Et en fait, c'est le message que j'aimerais faire passer ici, quoi. C'est qu'il n'y a qu'un seul air, quoi. C'est le même, que ce soit intérieur ou extérieur. Voilà. Donc les réponses, justement, permettent de voir la coïncidence des deux, quoi. Madame Hoth. Alors, c'est vrai que dans les réponses qui sont données par les Strasbourgeois, on a des choses qui reviennent comme l'air extérieur est plus pollué. Donc ça, c'est des choses où on peut vraiment donner des réponses très précises. Et alors, il y a des choses qu'on voit aussi dans notre pratique quotidienne. Le fait que les plantes vertes soient une solution, ça me surprend toujours. Mais bon... Il faudra on en reviendra à ça plus tard, justement. Et pour débuter notre conférence, nous allons donc partir de la racine du sujet, la pollution de l'air de manière générale. C'est la troisième cause de mortalité dans le pays derrière le tabac et l'alcool. La qualité de l'air est donc bien évidemment un sujet devenu déterminant pour notre santé. Selon l'agence Santé publique France, l'exposition aux particules fines dans l'air que l'on respire provoque 48 000 morts prématurées par an en France, dont plus de 34 000 qui seraient évitables. Mais bien sûr, les particules fines, ce ne sont qu'une partie du problème de la pollution de l'air, qui peut devenir la première cause de mortalité du XXIe siècle peut-être. Et dans ce sens, on peut se poser la question suivante, est-ce que la population est consciente des risques de la pollution de l'air? Cécile Jahan, vous êtes à l'initiative du dispositif Air-Ducation, une plateforme d'e-learning pour sensibiliser aux citoyens, mais pas que, à l'impact de la pollution de l'air sur notre santé. Pour commencer, comment comprendre la pollution de l'air, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut la définir? Alors, la pollution de l'air, donc c'est un phénomène qui impacte directement la santé des citoyens. Et c'est surtout un sujet complexe, c'est-à-dire que c'est évidemment un sujet sanitaire, mais pas que, et ça on aura l'occasion certainement d'en parler pendant cette conférence. C'est aussi un sujet sociologique, c'est aussi une question d'aménagement des transports, d'aménagement du territoire, c'est aussi des questions économiques, et que parler de la pollution de l'air, ça veut dire aussi s'attaquer à un sujet qui n'est pas facile du tout. C'est la raison pour laquelle on a créé Air-Ducation. Air-Ducation, c'est un dispositif de formation qui aborde tous ces aspects-là. Le sanitaire, le sociologique, le culturel, l'éducatif, l'économique, etc. Et pourquoi aujourd'hui on parle de qualité de l'air, mais avant on parlait plus de pollution de l'air? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence dans la terminologie? Alors si je continue, la pollution de l'air induit que l'air est détérioré. La qualité de l'air est une notion plus large qui permet d'apprécier son état, que ce soit bon, mauvais, évolutif, etc. La pollution bascule la qualité dans un état. Il y a une question concernant la pollution de l'air. Est-ce qu'on est tous égaux face à cette pollution de l'air? Certainement pas. On n'est pas égaux. Il y a énormément de facteurs qui entrent en compte, des facteurs physiologiques, génétiques,
sociaux, démographiques, le lieu d'habitation, la manière dont on se déplace. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui font que, on n'est pas du tout égaux devant la pollution de l'air. Est-ce qu'on est plus pollué lorsqu'on vit en centre-ville ou en périphérie d'une ville ? Là encore, ça dépend de la manière dont la ville est aménagée. Si la ville est aménagée avec peu d'axes routiers, des espaces verts, évidemment, la pollution ou l'exposition est réduite. Donc, on ne peut pas raisonner en termes de centre-ville, de périphérie, ni même de ville et de campagne. Tout dépend de est-ce qu'on a un champ qui est traité juste à côté de sa maison ou pas. Est-ce qu'en plein centre-ville, on est à côté d'un axe routier ou pas. Voilà, donc c'est plus à ce niveau-là qu'on raisonne et pas tellement en opposition ville-campagne, centre-ville, périphérie. Et on va revenir justement à ce dispositif Air-Éducation. D'où vous est venue cette volonté de démocratiser un petit peu la connaissance sur la pollution de l'air qui est jusqu'à aujourd'hui un peu réservée au monde scientifique et universitaire? Alors, Élodie et moi-même avons la chance de travailler dans une université qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui dispose de facultés différentes. Il y a une faculté de médecine, il y a une faculté des sciences de l'environnement, il y a une faculté de sociologie, de psychologie, de droit, etc. Et finalement, ce sont des expertises qui sont très utiles quand on aborde un sujet complexe comme la qualité de l'air. Comme je disais en introduction, la qualité de l'air, c'est une question aussi de droit, une question d'économie, une question de comportement. Donc le volet psychosociologique est très important. C'est une question politique, évidemment. Et donc, de disposer d'expertise scientifique spécialistes de ces sujets-là, c'était la chance inespérée de réunir tout ce monde autour d'une même table et de dire on va travailler sur un objet qui est la qualité de l'air, mais chacun va apporter son regard sur la qualité de l'air. Et donc, Air-Éducation, c'est un projet qui réunit une 50aine de personnes, des chercheurs, des enseignants, des associations, des structures comme la Fondation du Souffle, évidemment les ASCA, donc les agences qui sont agréées pour mesurer la qualité de l'air, l'ADEME, donc des agences d'État, mais aussi des mouvements de citoyens qui se sont mis autour d'une table et qui traitent du sujet de la qualité de l'air. Et puis, il y a aussi, pour l'université, l'obligation de rendre accessibles les savoirs scientifiques, de les rendre plus pédagogiques, de les didactiser pour que tout un chacun puisse se l'approprier, comprendre et ensuite décider en connaissance de cause. Et un peu pour l'histoire, comment est-ce que vous avez réussi à mettre tout ça en place? Est-ce qu'on va d'abord voir les professionnels? Comment est-ce qu'on monte un tel projet? Alors, on n'a pas eu besoin de les convaincre que la qualité de l'air, c'est un sujet important. Je pense que là, de manière assez unanime et très rapidement, tout le monde a dit oui, il faut qu'on travaille ensemble. Le plus difficile, c'est de se mettre d'accord sur la manière dont on va travailler sur ce sujet. Et donc, il y a un consensus qui doit se mettre en place et qui, finalement, dit quels sont les messages qu'on veut faire passer. Et les messages que nous, on voulait faire passer, ils étaient multiples. Le premier message, c'était de faire comprendre. La pollution de l'air, c'est compliqué. Donc déjà qu'on comprenne les principaux enjeux. Et le deuxième objectif de Air-Éducation, c'est à partir du moment où la compréhension est rendue possible, c'est d'inciter les gens à l'action. Et en fait, il y a deux niveaux d'action. Un niveau d'action qui consiste à dire « je mets en place des choses pour me protéger », de la pollution qui est existante. Et le deuxième niveau d'action, c'est je mets en place des choses pour être moi-même acteur et contribuer à une amélioration de la qualité de l'air. Donc Air-Éducation, c'est ça, c'est comprendre et ensuite c'est agir à ces deux niveaux d'action. Et ce matin, d'ailleurs, dans le cadre de cet événement, de cette conférence radio, quelques personnes ont pu en apprendre plus sur la qualité de l'air intérieur grâce à un serious game, c'est-à-dire un jeu vidéo interactif et ludique. C'était au centre numérique de l'association Déclic à Schittigheim. Et ce serious game fait partie du dispositif Air-Éducation lancé par l'Université Paris-Est-Créteil et Air Parif. Élodie Delveder-Hervé, vous êtes ingénieure de formation à l'UPEC et également chargée de mission de ce même dispositif. À qui s'adresse-t-il exactement ? Alors, le dispositif Air-Éducation, il a plusieurs cibles. On est parti à la base sur deux publics prioritaires qui étaient les personnels de santé.
qui n'ont pas particulièrement dans leur formation quelque chose qui est spécifique à la qualité de l'air et qui pourtant rentrent de plus en plus en compte, on le verra dans les diagnostics. Donc il y avait vraiment, au-delà du médecin, même les accompagnants, etc., il y avait vraiment une cible prioritaire grâce en plus à l'hôpital Mondor qu'on pouvait atteindre. La deuxième cible, c'était les collectivités territoriales et les élus. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une question qui va aller beaucoup plus loin sur des questions d'aménagement du territoire, de mobilité, etc. Et surtout derrière, le nerf de la guerre, il faut pouvoir financer ce qu'on veut mettre en place. Et pour ça, il faut qu'on arrive à convaincre les élus de l'utilité absolue de mettre des choses en place. Donc il fallait qu'on touche aussi ce public cible. Il y a eu ensuite un public jeune, parce que c'est aussi notre rôle d'université de transmettre un savoir pour qu'on puisse se forger une opinion. Donc là, on a travaillé avec l'éducation nationale pour réussir à créer donc ce Serious Game qui englobe un public assez vaste. On dit que c'est un parcours jeune, on dit entre nous que c'est 14 à 99 ans, mais ça rentre dans les programmes spécifiques de la 3e jusqu'à une année Bac+2 pour qu'on puisse vraiment le prendre en charge dans les cours. Et une fois qu'on a fait tout ça, suite à des études des besoins, pour que ça puisse vraiment être utilisé, on s'est rendu compte qu'on avait oublié les personnes qui sont là, par exemple, c'est-à-dire les citoyens. Donc on a rajouté un petit parcours qui fait 2 fois 10 minutes, qui est du coup l'essentiel, avec une partie sur quel impact pour notre santé. Et là, c'est sous forme d'une vidéo avec des petits quiz pour que ça se fasse rapidement, et une partie sur les bonnes pratiques, qui sont en fait les deux sujets qui nous rejoignent tous sur cette question. La qualité de l'air intérieur, c'est un sujet qui peut être quand même complexe à expliquer et à rendre intéressant. Bon, bien sûr, derrière, les enjeux sont de taille. Et pourquoi c'est si important de former la jeunesse sur un sujet tel que la pollution de l'air, la qualité de l'air, plutôt que des politiques publiques? Alors, parce que la jeunesse, ça fait très poncif, mais c'est l'avenir de demain. C'est peut-être aussi nos décideurs de demain, c'est les médecins de demain, c'est les citoyens de demain. On en parle suffisamment assez. Il est temps là de rentrer dans l'action et du coup d'emmener le plus de monde possible avec nous. Et pour bien agir, il faut comprendre le problème. On ne peut pas juste attendre qu'on nous dise il faut faire ça ou ne pas faire ça. Il faut qu'on puisse nous-mêmes problématiser et comprendre pourquoi il est utile d'agir. Et pour ça, forcément, la jeunesse va être une cible prioritaire parce que c'est elle, après, qui va rentrer dans l'action et qui peut même impulser des décisions qui se prendront plus haut. Et ce Serious Game est, j'imagine, une initiative unique en France qui repose sur ce qu'on pourrait appeler la ludopédagogie, c'est-à-dire l'éducation par le jeu. Est-ce que cette approche, elle fonctionne auprès des publics ciblés? Et quels sont peut-être les retours que vous avez déjà eus des enseignants qui ont intégré ce jeu dans leurs cours? Alors, en fait, ça ne s'est pas décidé tout de suite. Le fait de partir sur un Serious Game, c'est vraiment... déjà, donc, il y a eu une étude des besoins, mais qui a été faite plutôt vers les professeurs. Et ensuite, on a fait un appel d'offres pour faire appel à un prestataire extérieur. Et est arrivé ce prestataire au milieu des autres avec ce concept de ludopédagogie. Et effectivement, il y avait quand même des notions de chimie très pointues, parce que c'est un problème de chimie, de santé, qui n'aurait pas intéressé sur un cours juste descendant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu le même principe que de dire faites ça. Pareil, le cours, c'est voilà. Prenez cette connaissance-là, faites-en ce que vous voulez. Alors que de devenir acteur, de faire les choses et de les englober dans quelque chose qui a du sens. Dans l'éducation, à chaque fois, on fait une petite enquête pour détruire des fake news avec une démarche scientifique. On s'approprie le problème. Donc oui, alors on a déjà 2 types de retours. On a des retours sur les classes que des professeurs qui étaient partenaires ont pu mettre en place. Alors, ils l'utilisent pas que sur un jeu de 4 heures, ce qui deviendra lui aussi imbuvable, mais ils vont prendre des modules à droite à gauche pour monter du projet derrière, donc pour passer à l'action, je sais pas, créer des affiches, faire ce genre de conférences. Et on a aussi voulu tester sur nos étudiants. Donc, on a réussi à faire financer un petit concours avec des bolos à la clé, des vélos électriques, etc., avec une demande de retour justement sur l'utilisation. Et c'est assez unanime. Il y a un côté en plus communautaire, trophée, point, qui fait qu'on a envie d'aller jusqu'au bout et qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de récupérer un savoir qui va jusqu'à un niveau Bac+2. Donc, pour l'instant, on a des retours très positifs. Et justement, les remarques négatives sont sur les parties encore de texte qui ressemblent à du vrai cours, où ça,
ça passe toujours moins bien. Et peut-être qu'on peut donner un petit peu de détails sur à quoi ressemble le serious game pour nos auditeurs et notre public, parce que comme ça, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte. Oui, puis en plus, on a parfois des attentes quand on parle de jeux vidéo ludiques. C'est ce que je disais ce matin aux jeunes que j'ai rencontrés. Il ne faut pas s'attendre à un jeu de plateau ou à se battre contre des personnages. Ça a été designé par des graphistes qui sont proches de la BD, du comics. Donc c'est vraiment un univers qui va être présenté et qui est ludique. Et après, en fait, tous les contenus pédagogiques qui nous ont été donnés par les professeurs d'université, on les a transformés pour arriver sur des activités beaucoup plus interactives. C'est-à-dire qu'au lieu d'avaler un cours, on va avoir un dialogue où on va choisir ce qu'on demande, ce qu'on dit. En fonction de la démarche qu'on aura, on aura plus ou moins de points, on va avoir des vidéos, on va avoir des glissés-déposés, etc. C'est-à-dire des activités où on est toujours en action. Et là-dessus, on l'a découpé en 33 modules qui sont très indépendants les uns les autres. On a tendance à dire que c'est comme un peu une série où on peut voir les épisodes dans l'ordre qu'on veut, parce que le but, c'est pas qu'on récupère toute la connaissance. Et à partir de là, l'utilisateur va créer son personnage, va le faire habiller comme il a envie, lui donner l'aspect qu'il veut, et va aller faire ses différentes enquêtes au rythme qu'il veut. Et d'ailleurs, pour que l'exemple soit un peu plus parlant, vous nous avez sélectionné quelques questions qui peuvent intéresser nos auditeurs. C'est le genre de questions que vous distribuez et qui vont avec le Serious Game. Je vous laisse nous les présenter. Oui, en fait, on part de questions qui intéressent un peu tout le monde et pour voir à quel point on a parfois des idées reçues qu'on peut vite enlever. Une question qu'on aime bien poser, et vous pouvez lever la main, c'est dans le secteur résidentiel. Alors, pour rappel, un secteur résidentiel, c'est habitation, mais aussi bureau. Quel combustible émet le plus de particules fines? Alors, on a donné le choix entre le fioul, le gaz, le bois ou le charbon. J'ai plusieurs réponses. Et en fait, c'est le bois. Et ça, c'est une réponse peu attendue, sachant que ce qui est particulièrement marquant pour le bois, c'est que ça représente uniquement 5% de la consommation énergétique confondue, mais ça émet 84% des émissions de particules fines. Donc là, il y a vraiment, on essaye d'axer sur ce genre d'informations qui montrent qu'il y a des leviers d'action qui peuvent être là, avoir amené une vraie différence. Ensuite, sur l'air intérieur, on va avoir des représentations graphiques qui vont demander, par exemple, on va voir se dessiner une pièce et de pouvoir pointer quels sont les polluants de l'air intérieur qui peuvent figurer dans une maison lambda. Et là, bon, alors il y a ceux qui sont très connus ou plus connus, qui sont effectivement les produits ménagers, les vernis, les peintures. Mais on découvre aussi dans cette image que, et là c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire l'encens, les bougies parfumées, même celles avec marqué soi-disant assainissent l'air, sont des énormes sources de pollution d'air intérieur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour une fois parce que je pense qu'on apprécie allumer des bougies chez nous. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être pollué justement? Alors, soit on oublie complètement, soit si on apprécie vraiment et qu'on a du mal à s'en passer, il y a toujours quelque chose qui va sûrement revenir de la part des collègues autour de la table aussi, c'est aérer. C'est avoir un système de ventilation qui est adapté et surtout aérer ces pièces à des moments où la pollution de l'air est moindre et surtout après avoir fait brûler quelque chose chez soi, il faut aérer absolument au moins 10 minutes sa pièce. Très bien, et peut-être qu'on en a une dernière pour notre public. Effectivement, alors là, on en reparlera, même si c'est intérieur-extérieur, c'est le même air. En ville, qui est le plus exposé à la pollution de l'air entre le piéton, le cycliste ou l'automobiliste? Des réponses? Non. Vous avez des réponses? L'automobiliste. Ouais. J'ai entendu cycliste et automobiliste, et effectivement, contrairement aux idées reçues, c'est l'automobiliste qui est le plus exposé. Tout simplement parce qu'il a, comme on le disait tout à l'heure, quoi qu'il arrive, l'air extérieur déjà autour de lui. Il a l'air pollué de son habitacle et il a surtout par l'aération de sa voiture les pots d'échappement qui viennent beaucoup plus directement. Donc entre les trois, dans une rue embouteillée, ça va rester l'automobiliste qui sera le plus exposé à cette pollution. Très bien. Et Cécile Jahan, vous êtes vraiment à l'initiative de ce projet. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus plu dans la construction de ce projet, et puis aussi peut-être avoir un résumé sur l'impact du projet que vous avez sorti? Alors,
ce dont aujourd'hui on est plutôt content, mais il y a encore énormément de choses à faire, c'est que c'est un dispositif, comme l'a dit Élodie, qui touche un public cible très large, puisque concrètement, ce sont 4 parcours de formation qui ont été développés, que les 4 sont disponibles sur une plateforme internet, c'est erducation.eu, que c'est accessible gratuitement, tout est en ligne, et il n'y a pas de contrainte, c'est-à-dire qu'on peut y aller 5 minutes, on peut y aller pendant 4 heures, c'est très libre en termes d'usage. Les parcours sont individualisés, sont personnalisés, donc c'est une souplesse en termes de dispositifs de formation qu'on n'a pas beaucoup dans les formations. Souvent, quand on s'inscrit pour faire un DU, pour faire quelque chose, c'est de date à date. Là, c'est très libre et on peut en faire l'usage que l'on souhaite. Et puis, je signale aussi que finalement, ce succès, ce projet, c'est aussi un succès parce que 50 personnes ont travaillé dessus, venant d'horizons et de spécialités différentes. Donc, ça a donné ces 4 parcours et que l'Europe a subventionné ce projet. Ça, c'est important aussi pour nous de le mentionner. C'est un projet qui a bénéficié d'un fonds européen, ce qui explique d'ailleurs sa gratuité, puisque tout contenu développé grâce à un soutien de l'Europe permet aussi de rendre accessible à ceux qui y contribuent à l'Europe, de récupérer gratuitement des contenus qui sont donc scientifiques, ça c'est important, qui sont aussi engagés, puisqu'à un moment donné, on dit aussi les choses, on aborde des sujets sensibles comme le diesel, les choses sont dites, mais c'est toujours appuyé de sources scientifiques. Et ça, c'est porté à la connaissance des citoyens, des jeunes qui seront les adultes de demain, des décideurs politiques et aussi du médecin qui suit son patient et qui a aussi, lui, à son niveau, besoin d'être éclairé sur des pathologies en lien avec la qualité de l'air. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être Martine Hoth ou Philippe Zigvald ont des réactions par rapport à ce dispositif? Est-ce que vous le connaissiez? Alors non, je suis ravie d'entendre parler de ce dispositif. C'est vrai que c'est intéressant. Et puis, de toute façon, dans le domaine de la qualité de l'air, le fait de répéter les messages à des publics très différents, c'est essentiel. Et c'est ce que nous aussi, on essaie de faire au quotidien, que ce soit dans ma fonction à l'hôpital ou alors dans l'associatif avec l'association APPA Grand Est, Association pour la prévention de la pollution atmosphérique Grand Est, où on pourra rediscuter des actions. Bien sûr, oui. Monsieur Zigvald. Je pense que le levier numéro 1, c'est le consommateur. Les grands progrès, que ce soit dans l'histoire par rapport au plomb, l'amiante, ça venait des États-Unis. Ces associations de consommateurs qui ont fait évoluer les choses. C'est rarement le politique ou l'industriel. Et donc, plus il y aura d'informations par rapport aux consommateurs, plus il y aura d'organisations d'associations, plus il y aura un levier important, c'est un peu le troisième pouvoir dans la société, qui est essentiel. Très bien, merci pour vos réponses. Et donc, nous invitons nos auditeurs et le public présent dans la salle à découvrir ce Serious Game à la maison. Pour cela, je le répète, il vous suffit simplement de vous rendre sur le site internet erducation.eu, rubrique formation, parcours jeunes si vous voulez accéder au Serious Game, mais il y a aussi plusieurs parcours pour les joueurs sérieux de 14 à 99 ans. En France, nous passons plus de 80% de notre temps en moyenne dans un endroit clos. C'est le chiffre en tout cas qui est mis en avant par le ministère de la Transition écologique et solidaire cette année. Et oui, entre notre logement, les moyens de transport, notre lieu de travail ou les écoles de nos enfants, nous passons la plupart de notre temps à l'intérieur. Et l'air que nous respirons n'est pas forcément de meilleure qualité qu'à l'extérieur. Vous l'avez mentionné plus tôt, Cécile Jean, il y a différentes sources de pollution de l'air intérieur. Il y a notamment ce qu'on appelle les sources continues, qui sont principalement liées aux matériaux de construction, aux revêtements de sol ou encore aux ameublements. Construire ou reconstruire de manière éco-responsable, ça c'est un défi que vous connaissez bien, Philippe Zigvald, puisque depuis presque 25 ans maintenant, vous avez intégré cet aspect dans votre métier. Vous êtes architecte spécialiste de la qualité de l'air. Quel a été peut-être l'élément déclencheur et pourquoi vous êtes-vous tourné vers cet aspect ? Alors, disons qu'on a une approche globale depuis le début. La qualité de l'air chez nous, c'est lié aux notions de ventilation, bien sûr,
aussi de rafraîchissement, d'économie d'énergie. On a essayé vraiment d'avoir une approche globale et on s'est rendu compte au fil du temps que quand on traitait à la fois l'origine des matériaux, il peut y avoir différentes pistes. Hein. C'est par exemple ne pas utiliser des bois d'origine exotique ou ce genre de choses. On en arrive vite à des notions de bilan carbone, à des notions de chimie en général. Et que de toute façon, si on relie ça au confort de l'habitat ou du lieu de travail ou du lieu d'activité en général, on en arrive forcément à des idées sur la ventilation, de la recherche sur la ventilation, le confort thermique, et tout ça c'est relié. Si on n'est pas forcément spécialiste en qualité de l'air, mais on a une approche globale par rapport à ce qu'on va appeler la respiration des bâtiments. Voilà. Alors aussi bien que l'air ne doit pas être trop chaud, trop frais, trop humide, il ne doit pas être pollué, et surtout il doit être bien renouvelé, quoi. Et comme le disait ma voisine, Madame Delvaïd, Hervé, pardon, ce qui est important, c'est la ventilation. Alors ça, c'est aussi bien que nous-mêmes on respire, un bâtiment doit respirer. Et ça, c'est la base. C'est votre fer de lance un peu. Pardon ? C'est votre fer de lance, la respiration. C'est la base de mon métier, tout simplement. Je veux dire, on ne construit pas des coques vides. Il y a un constat évident, c'est que nos bâtiments sont habités, quoi. Hein, donc voilà. Donc à partir de là, il faut tenir compte de la qualité de vie. Et on n'a pas forcément une approche pathologique. On ne va pas se dire, tiens, s'il y a un peu trop de polluants, il y aura tant et tant de victimes tous les ans liées à tel et tel empoisonnement lié à la qualité de l'air. C'est plutôt une sorte d'approche globale par rapport à la qualité de vie, sachant que moi je suis convaincu qu'on peut mieux s'épanouir quand on a un air de qualité, et l'enfant arrive mieux aussi à évoluer, à grandir, s'il a un air frais correct, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une approche globale, quoi, qu'on peut après développer dans différents secteurs, en urbanisme, par rapport aux matériaux, par rapport à... C'est très politique, bien sûr. Hein. Mais justement, on parlera de vos travaux. Mais avant, j'aurais aimé que vous nous donniez peut-être un constat rapide sur l'architecture française et l'écologie. Est-ce que c'est vraiment dans les normes actuelles? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus? Alors, l'écologie et l'architecture, je voyais encore récemment, il y avait un slogan, le bâtiment qui pollue le moins, c'est le bâtiment qui est rénové, qui n'est pas construit. Oui, donc déjà, le fait de construire, par définition, c'est comme construire une route, hein, un bâtiment. C'est amplifier le bilan carbone, c'est chauffer au gaz, à 99%. Donc c'est produire des polluants dans l'atmosphère. Donc je veux dire, l'écologie, c'est difficile sans une approche un peu d'aménagement du territoire, quoi, à concilier, quoi. Je crois que l'aménagement du territoire, c'est vraiment la clé. D'ailleurs, on est en train de densifier des villes qui mériteraient peut-être de ne pas l'être parce que ça manque d'air, entre guillemets. Hein. Je prends par exemple l'exemple de Strasbourg, hein, mais il y a d'autres villes où il y a très peu de circulation d'air. Il y a Stuttgart ou Grenoble, hein, par exemple. Et d'autres qui mériteraient peut-être de l'être un peu plus, parce qu'il y a plus de circulation d'air. Et par rapport à ça, il y a tout l'aménagement du territoire, quoi, je suppose qu'on respire très bien dans un petit village de la Creuse ou de l'Ardèche. On respire très très bien, mais on n'a pas forcément développé l'activité économique qui fait qu'on pourra y travailler. Voilà, donc c'est vraiment cette approche, quoi, au niveau de l'écologie, c'est comme ça je le perçois, quoi. Plus que par rapport aux matériaux, voilà, qui sont de toute façon maintenant de plus en plus corrects. En général, il y a des labels, il y a des normes. Et vous avez étudié et travaillé en Angleterre et aux États-Unis. Oui. Avant de retourner ici en Alsace. Oui. Est-ce qu'à l'étranger, vous preniez déjà en compte cet aspect de la pollution de l'air dans vos travaux? J'ai eu la chance de travailler avec des chercheurs qui travaillaient sur des concepts surtout de ventilation et de rafraîchissement naturel. Et après, il y avait aussi toute cette mode, entre guillemets, des années 90 par rapport aux matériaux, par rapport, voilà, justement, je citais la problématique du bois qui doit être aussi d'origine reconnue, en évitant les produits exotiques et trop de transport. On ne parlait pas encore de bilan carbone, mais c'est relié tout ça. Et je pense que non, ce qui est important, c'est justement les transferts de savoir, quoi, entre pays, quoi. Et maintenant, quand vous avez un projet sous la main, des plans, quelle est peut-être la plus grande difficulté auquel il faut faire face?
D'abord, le choix du site. Alors surtout, on va éviter de construire près d'une route à forte circulation. On va éviter de construire dans une zone industrielle. On va laisser ça aux autres. Voilà, donc d'abord le choix du site. Et je sais qu'il y a des clients qui viennent à mon cabinet et je leur dis, mais écoutez, est-ce que vous êtes sûr de vouloir construire ou d'habiter dans ce secteur? Parce qu'il faut bien les avertir de probabilité de surpollution dans certains quartiers, quoi. Donc voilà, ça c'est la première approche, quoi. Et après, bon, il y a tout le côté, les matériaux, bien sûr, et surtout la ventilation. Sachant qu'aujourd'hui, la ventilation, c'est devenu le parent pauvre versus les économies d'énergie, parce qu'on a découvert qu'en réduisant les volumes de ventilation, on utilisait moins d'énergie dans les bâtiments. Et c'est là qu'il y a beaucoup à faire, je pense. Et là, c'est des choses qu'on a étudiées de façon très pointue. C'est-à-dire, c'est un peu aujourd'hui, je dirais 99% des logements qui sont construits sont sous-ventilés. Voilà. Et surtout, alors ce qui manque aussi, c'est le manque d'information du consommateur. Combien de personnes savent comment est ventilé son logement? Comment on procède à la maintenance de la ventilation? Quels sont les volumes de renouvellement d'air? C'est un peu le souci aujourd'hui. Vous achetez un logement, vous avez une brochure qui fait peut-être 3-4 pages. Vous achetez une voiture, ou un vélo électrique, pardon, vous avez une brochure qui fait 200 pages. Mais ce manque d'information, il a son explication. Ça peut être dangereux de dire, voilà, il n'y a pas forcément suffisamment de ventilation ou de renouvellement d'air dans un logement. Mais il y a des solutions, elles existent. Ouais. Et d'ailleurs, votre approche de l'architecture, est-ce que vous êtes un des seuls à le faire en France, où il y a quand même beaucoup d'architectes qui s'y intéressent? Bon, je fais un appel ici, quoi. S'il y en a d'autres qui s'y intéressent, je suis prêt à créer un club et à échanger. Donc vous êtes peu nombreux, quoi. Repenser l'architecture, ça consiste en quoi, clairement? L'architecture, c'est d'abord une fonction sociale. C'est un métier, c'est une responsabilité. Donc on confie à quelqu'un contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément qu'un artiste, hein. L'architecte, c'est quelqu'un qui a la responsabilité de construire des bâtiments et que ces bâtiments doivent pouvoir utiliser de façon pérenne, saine, voilà, et pouvoir vivre de façon normale. Voilà, c'est avant tout une responsabilité, quoi. Comme tout métier, d'ailleurs. Et justement, sur votre site internet est mentionné: la qualité de nos bâtiments ne se limite pas à leur qualité technique et esthétique. Le bien-être de l'usager est le point de départ de notre réflexion. Est-ce que cette notion de replacer l'humain au cœur des problématiques, ça fonctionne? Oui, bien sûr. Je veux dire, quand on conçoit des logements, on les conçoit de l'intérieur vers l'extérieur, et pas le contraire. Peu importe d'avoir une belle façade, bon, ça peut être intéressant, quoi. Mais ce qui importe surtout, c'est comment vont vivre les gens, comment vont être ensoleillés les logements, comment ça va être ventilé, justement, les logements peuvent être modulables, comment c'est adapté à une famille, ou comment ça peut être reconverti. Voilà, donc un peu le... Et donc vous partez vraiment des demandes des personnes? Alors, on a aussi un rôle de conseil. C'est-à-dire qu'on va aussi dire, écoutez, voilà, est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas faire comme ça ou adapter votre programme? On a surtout un rôle de conseil, quoi. Je pense que là, on est à la clé entre différents acteurs pour pouvoir dire, écoutez, vous devriez peut-être réfléchir à la façon dont vous voulez construire, dont vous voulez habiter, quoi. Et justement, vous parliez des écoles. Parmi vos travaux, il y a un projet qu'on peut souligner, c'est celui de l'école de Kolbsheim. Il est décrit toujours sur votre site internet comme un bâtiment à énergie positive et haute qualité de l'air intérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet? Alors ce projet, bon, chez nous, il est un peu emblématique. Il a une dizaine d'années. C'est un maître d'ouvrage très intéressant, la commune de Kolbsheim, qui voulait construire un bâtiment n'utilisant aucune énergie fossile. Donc forcément, c'était en bois, hein, c'était difficile de faire autrement. Donc voilà, on a installé des pompes à chaleur géothermiques et qui voulaient vraiment quelque chose de nouveau, quoi.
c'est une commune qui a vraiment une volonté, et c'est là que le client ou le politique est essentiel dans la décision. Hein. Donc on a eu la chance de pouvoir faire ce projet. Et on s'est dit, on n'a pas fait beaucoup d'écoles. Hein. On aime bien les nouveaux sujets d'ailleurs. Hein. La première fois qu'on a fait un gymnase ou une maison de retraite, on a étudié à fond ce qui se faisait dans le domaine. Et on s'est dit, il y a quand même un problème dans les écoles, c'est que personne ne se soucie de qualité de l'air. Je rappelle que s'il y a 10 ans, personne vraiment s'occupe de l'ergonomie, de l'aspect maintenance. Donc en fait, on a fait, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, bien sûr, mais il y a ce côté recherche. Hein. C'est des milliers d'heures de travail, hein, pour résumer. On a fait cette recherche un peu dans tous les domaines reliés à la qualité de l'air, aux matériaux, aux techniques de construction, déjà au bilan carbone, bien sûr. Et voilà, donc on en est arrivé à beaucoup de constats et beaucoup de résultats, en fait. Et donc c'était aussi lié à des principes de ventilation qui étaient efficaces. Mais on a tout de suite relié ça. Moi, je dis toujours, quelle est l'invention qui a suivi l'invention de la roue? C'est une question. Hein. C'est la roue de secours. Je veux dire, tout simplement, quand on construit un bâtiment, on n'a pas le droit de faire de prototypes. Il y a des domaines, on a le droit de faire des prototypes, pas chez nous. Donc, il faut que ça marche du premier coup. Donc, il faut tout de suite penser, parce que quand on veut innover, c'est ça le risque, il faut tout de suite penser à pouvoir pallier d'éventuels problèmes, entre guillemets, et anticiper sur comment faire si jamais il y a un souci. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser en amont à la maintenance, notamment. C'est pour ça qu'on s'est posé des questions sur la façon de nettoyer les locaux. On est arrivé à la conclusion qu'il fallait nettoyer à la vapeur, par exemple. Je ne sais pas si c'est universel. Sèche. Vapeur sèche, oui. Je ne connais pas trop la nuance, mais... qu'il fallait pouvoir nettoyer les conduites régulièrement, ce que personne ne fait d'ailleurs. Je crois qu'on est encore les seuls à le faire, nettoyer les conduites de ventilation tous les 2 ans. Il faut déjà trouver les professionnels qui savent le faire. Et donc voilà, on est allé à fond dans ce domaine. Les matériaux aussi. Hein. Donc on a un cahier des charges extrêmement strict, ce qui peut poser un problème au marché public. Hein, parce que quand vous dites, voilà, je veux tant et tant de COV... pas de colle. Par exemple, le bois, il n'y a eu aucun matériau en bois. Il n'y a pas eu de lamellé collé, il n'y a pas eu de contreplaqué. C'est que du bois massif. Les tableaux des salles de cours, ils sont venus d'une petite vallée en Suisse parce que c'était les seuls qui faisaient des tableaux d'école avec des structures alvéolaires, avec des colles blanches, par exemple. Mais c'est aller à fond. C'était un peu un jeu aussi d'aller à fond dans le domaine, quoi. Et vous voyez, donc je pense que c'est un domaine de recherche qui est très porteur, quoi. C'est des sacrés défis aussi à relever en tant qu'architecte. Oui, c'est passionnant. Est-ce que ça coûte forcément plus cher de construire de cette manière? Pas du tout. Pas du tout. Non. D'abord parce que, dans le cas précis, on a affaire on privilégie l'artisanat. Donc, qui dit artisan dit pas forcément, il n'y a pas forcément les marges des multinationales. Hein, dit peut-être aussi matériaux locaux. Comprenez du bois, hein, c'est relativement à disposition. Non, je peux vous dire, il n'y a pas de surcoût. Bien au contraire. Les premiers bâtiments qu'on construit qui étaient rafraîchis naturellement, ça date un peu, ils coûtaient 20 ou 30% moins cher que des bureaux traditionnels. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas besoin de clim, par exemple. Il n'y a pas de grande surface vitrée à nettoyer. Donc bien au contraire, je pense que ça peut coûter moins cher. Et quand on a des bâtiments où on sait que la qualité de l'air est mauvaise, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout rénover? Alors, tout dépend. Tout dépend de l'origine de la pollution, quoi. Si vous êtes près d'une route à grande circulation, il faut fuir. Hein. Donc, ou alors, il faut un renouvellement régulier des locataires, comme ceux qui nettoient les centrales nucléaires. Mais sinon, il faut bien sûr analyser l'origine de la pollution et surtout diagnostiquer les systèmes de ventilation. Et là, il y a aussi un gros travail qui doit être fait. Parce que si on diagnostiquait correctement le système de ventilation, on pourrait vraiment améliorer les choses. Parce que à l'origine, les systèmes sont en place, mais c'est un peu français, on est un peu les parents pauvres de la notion de maintenance, quoi. Mais il y a zéro maintenance en général, quoi. Et souvent des systèmes de ventilation qui se dégradent, et je pense notamment à la VMC, ou les ventilations statiques traditionnelles, quoi. Le grand tournant, je crois, au niveau qualité de l'air, ça a été les années 50. Parce que dans ces choses, je suis passionné d'histoire aussi, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 50 ou 60? On a inventé les salles de bain WC sans fenêtre.
C'était nouveau. Ça permettait de gagner de la place, quoi. Ça vient de Paris, d'ailleurs, je crois. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a inventé des systèmes de ventilation statique. C'est ces grilles que vous voyez dans les salles de bain, dans les cuisines. Donc voilà, théoriquement, l'air respire. Bon, voilà, c'est pas forcément c'est un très bon système à la base. Hein. Mais encore faut-il qu'il y ait une maintenance qui soit faite et une surveillance. Donc voilà, vous voyez, il y a eu des tournants historiques, l'invention de la ventilation mécanique, ces années 80. Et aujourd'hui, malheureusement, on a inventé des systèmes qui permettent de réduire les débits de ventilation, qui permettent d'avoir des systèmes à détection qui ne marchent jamais. Rendez-vous compte, ce système à détection, il marche avec des petites piles dont personne n'ignore l'existence. Donc un bâtiment qui est livré aujourd'hui, dans 2-3 ans, vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Par contre, ça permet d'avoir des bilans de consommation d'énergie boostés. Pour comparer un bâtiment aux normes des années 80 par rapport à aujourd'hui, on a réduit d'à peu près 50% le volume de renouvellement d'air. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, oui. Parce que déjà qu'à l'époque, on était limite au niveau des... Sachant qu'aujourd'hui, on va moins ouvrir les fenêtres parce que l'air extérieur est plus pollué, ou que les gens ont aussi un mode de vie qui fait que, bon, voilà, ils ne sont pas là la journée. Donc voilà, ça, c'est assez catastrophique. Et alors, ce qu'on a fait, on a calculé, alors ça, c'est très intéressant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier, pour garder un certain volume de renouvellement d'air? C'est pas dur. Quand vous faites un calcul thermique, il y a d'un côté l'isolation, les déperditions. Hein, c'est soit l'enveloppe du bâtiment qui est en déperdition. C'est un bâtiment qui n'a aucune ventilation, il y aura une déperdition naturelle. Qu'est-ce qui va permettre de limiter les déperditions? C'est l'isolation thermique. Et quelle est la plus grande source de déperdition à côté de ça? C'est le renouvellement d'air, la ventilation. Donc forcément, on s'est dit, tiens, on va relier les deux. On va voir qu'est-ce qui se passe si on étudie à consommation d'énergie égale, comment est-ce qu'il faudrait améliorer l'isolation thermique pour avoir un meilleur rendement de ventilation. Et on est arrivé à des chiffres étonnants. On est arrivé à un surcoût de construction de 3-4%. Du coût construction, sachant qu'un coût de construction par rapport à un coût de vente de logement, c'est un tiers, 50%. Donc c'est 1,5 à 2% du prix total du logement à la vente. Et voilà un peu ce qu'on peut analyser de façon, tout en restant dans un aspect réglementaire, parce qu'on va mieux isoler, mieux ventiler, donc on va respecter les normes thermiques, la réglementation thermique, pardon. D'accord. Et alors, je suis un locataire, voilà, j'habite, on va dire, malheureusement auprès des routes. Je sais que je suis très exposé et qu'il y a des risques pour ma santé. On verra ça d'ailleurs avec Madame Hoth tout à l'heure. En imaginant que, voilà, que je peux facilement discuter avec mon propriétaire ou à ceux à qui appartiennent mon logement, qu'est-ce que je pourrais leur demander, leur dire pour les convaincre de modifier un peu mon habitat pour que ça améliore la qualité de l'air, bien sûr. Alors, il y a des systèmes de filtration de l'air. Mais qui vont jamais, un filtre n'est jamais efficace à 100%. On a des rendements de maximum 50% pour les particules fines, donc vous allez être 2 fois moins malade, entre guillemets. C'est comme fumer 10 cigarettes par jour au lieu de 20. Ça reste toxique. Il y a des systèmes de filtration. Faut savoir que les systèmes actuels mis en place, les entrées d'air des bâtiments ne sont pas démontables, donc on ne peut pas les nettoyer. Donc tout ce qui est construit aujourd'hui à 99%, encore une fois, toutes les entrées d'air vont s'opacifier très rapidement et donc se boucher. Il y a des systèmes, effectivement, où on peut filtrer l'air, mais je pense que la clé, c'est soit supprimer la voiture, soit aller habiter ailleurs. Ou construire près des routes, peut-être des bâtiments qui n'ont pas besoin d'occupation humaine. Hein. Mais de manière générale, votre approche face aux problèmes environnementaux, elle est quand même orientée vers le positif. Hein, c'est ce qu'on peut voir sur votre site internet. Il y a quand même une volonté de faire changer les mentalités derrière tout ça. Oui, on essaye. Oui. Mais les mentalités évoluent. Hein, on le voit aujourd'hui. Bon, il n'y a qu'à voir les politiques qui veulent planter des arbres partout, après en avoir coupé tout plein. Peut-être pas aux mêmes endroits, malheureusement. Mais... non, mais je pense que les mentalités évoluent.
c'est clair. Et quel est, brièvement peut-être, votre message à faire passer aux gens, c'est-à-dire comment leur faire prendre conscience que l'on peut repenser nos lieux de vie? C'est très particulier, il faut penser à l'environnement, il faut penser à la notion de ceinture verte dans les villes. Une ceinture verte, c'est quoi en quelques mots? C'est ce qui permet à une ville de respirer, tout simplement. Je pense notamment à Strasbourg, où il y a très peu de circulation d'air. Il faut voir qu'à Strasbourg, si vous prenez une rose des vents, il y a 30% des jours de l'année, et c'est souvent quand il fait le plus chaud, où il y a zéro circulation d'air. Alors vous imaginez quand vous construisez plein de barrières physiques, que du coup on va encore amplifier cette stagnation, et comme disait l'autre au XVIe siècle, hein, c'est la dose qui fait le poison. Hein. Donc voilà, donc, peu importe le polluant, ça devient exponentiel s'il n'y a pas de circulation d'air. En fait, la problématique est la même en urbanisme qu'en dans un logement, c'est la ventilation, la respiration, cette fois-ci de la ville, qui va résoudre les problèmes, comme c'est le cas dans un logement, c'est pareil. Et j'ai une dernière question, est-ce que les plantes grimpantes sur les façades des bâtiments, ça peut être une solution ou pas? Pour remettre un peu de la nature. Ça met de l'ambiance, oui, je pense. C'est joli. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Sigwald, d'avoir répondu à mes questions. Nous vous invitons, chers auditeurs et chers publics, à aller voir sur Internet les travaux de Monsieur Sigwald. Quelques belles vidéos vous y attendent. Et il suffit de taper philippezigwaldarchitecture.fr. Il existe donc plusieurs sources de pollution de notre air intérieur, mais dans tous les cas, une mauvaise qualité de l'air, ça peut favoriser l'émergence de symptômes tels que les maux de tête, la fatigue, les irritations, les vertiges, de l'asthme aussi peut-être. Selon le ministère de la Transition écologique et solidaire, les enjeux sanitaires et économiques liés à la qualité de l'air intérieur sont importants. En effet, en France, on estime à 19 milliards d'euros par an le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur. Martine Hoth, la santé, c'est votre domaine. Quel est exactement votre rôle en tant que conseillère médicale en environnement intérieur? Donc, je travaille à l'hôpital de Strasbourg et je suis rattachée au service de pneumologie. Et j'interviens sur demande d'un médecin quand il y a une pathologie en lien, souvent une pathologie respiratoire, hein, en lien avec un polluant de la maison. Vous savez que dans le domaine de l'allergologie, on peut tester des patients. Donc, c'est notamment ce type de patient que je vais être amenée à voir au domicile quand il y a une allergie. Alors, on va prendre quelque chose de classique, les acariens, les moisissures et d'autres polluants de la maison. Mais quand on va au domicile, on essaie d'avoir une vision très globale sur ce qui s'y passe. Et on regarde, bien sûr, la ventilation, on y reviendra, les habitudes des patients, est-ce qu'ils fument, les produits d'entretien qui s'utilisent, les habitudes aussi en termes d'utilisation de parfums d'intérieur. Ça, c'est vraiment une mode, moi je travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine, qui a émergé ces 10 dernières années. On est obligé presque de donner comme ça une signature olfactive à notre maison pour masquer des odeurs, souvent de tabac, de moisissure, ou de cuisine, ou de mauvaise aération souvent, et alors qu'on rajoute en fait une couche à la pollution qui est déjà un mélange de plein de polluants. On a entendu en début d'émission le micro-trottoir, hein, où les Strasbourgeois et Strasbourgeoises donnaient leur avis sur les risques pour la santé. Quels sont peut-être les risques principaux auxquels on doit faire face au quotidien? Alors, moi, je peux parler des patients qu'on est amené à voir. Donc, comme vous avez compris, je ne suis pas médecin. C'est des patients qui présentent des pathologies respiratoires parce que dans leur domicile, ils vont respirer des choses qui vont provoquer les symptômes. Alors, quelque chose qu'on a découvert ces dernières années, c'est l'effet, alors on appelle ça un peu cocktail de tous ces polluants chimiques, notamment ce qui est utilisé pour faire les travaux, les peintures, les vernis, les colles, tout ça, et aussi les produits d'entretien, le fait que ça potentialise, donc ça augmente la réponse à l'allergène.
Donc c'est vrai que quand on est au domicile, on respire bien sûr des choses qu'on a choisi d'avoir, ce qui ne simplifie pas toujours le problème, comme les animaux auxquels on peut être allergique. Donc là, la liste, vous savez, elle est très très longue, mais aussi des choses qu'on ne choisit pas d'avoir, les acariens ou les moisissures, qui sont souvent une conséquence d'une mauvaise utilisation du logement. Vous nous avez parlé à l'instant de l'effet cocktail. Est-ce qu'il y a de nouvelles pathologies qui se présentent ou auxquelles vous devez faire face? Alors, c'est quelque chose qui existe depuis, on va dire, presque une vingtaine d'années. On parle du syndrome des bâtiments malsains. Donc, c'est plutôt des bâtiments tertiaires, donc des bureaux. Et vous le savez certainement, ces bureaux souvent sont construits avec une hauteur plus ou moins importante, avec une ventilation qui est commune, on n'ouvre plus les fenêtres. L'occupant, en fait, le salarié, ne peut rien gérer par lui-même, donc il ne décide pas de la température, de l'ouverture ou non des fenêtres. Et en fait, les symptômes que vous avez décrits au préalable, les maux de tête, les phénomènes d'irritation, la fatigue, c'est un peu ce type de symptômes qui ne sont pas très spécifiques que ces gens décrivent. Et quand il y a une étude qui est faite dans ce bâtiment, ce qu'on relève vraiment, c'est le fait que les gens ne puissent rien maîtriser, qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres, que la température on subit celle qui est imposée et que le renouvellement d'air souvent est aussi assez faible. Et quelles sont les personnes qui sont plus sensibles que les autres et comment peut-être les protéger face à une mauvaise qualité de l'air? Alors, nous, on voit des gens qui sont malades, donc forcément, c'est des personnes sensibles, mais c'est vrai qu'on fait attention pour les jeunes enfants, c'est vraiment pour cette génération-là qu'on fait attention pour les choix des matériaux. Et il y a une formation qui est proposée maintenant à tous les acteurs de la périnatalité qui s'appelle le projet FEE, Femmes enceintes, environnement, santé, où on insiste en fait sur toutes les habitudes qu'on avait, le fait de mettre des laits pour nettoyer le bébé qui étaient très parfumés, le fait de chauffer les biberons alors que c'était des biberons qui n'étaient pas en verre, en tout cas qui contenaient beaucoup de bisphénol A. Voilà, on essaie de revoir tous ces choix et de sensibiliser aussi les futurs parents à comment aménager une chambre en récupérant parfois des objets plutôt que d'acheter des choses neuves qui sont souvent pas du massif, et d'aérer bien sûr la chambre de l'enfant quelques semaines, voire 3 mois avant la naissance, avant d'installer un bébé qui passe presque tout son temps dans cette chambre. Et depuis quelques années maintenant, on connaît tous les particules fines, voire très fines même. Quelles sont les pathologies qu'on peut observer face aux particules fines? Alors, je ne suis pas vraiment spécialisée dans ce domaine, mais c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec Atmo Grand Est, qui est la SCOA qui mesure la pollution atmosphérique dans la région. Et c'est vrai que quand on donne des recommandations aux patients pour dire qu'il faut aérer, et ça c'est un message qu'on répète vraiment au quotidien, il faut aussi nuancer le message quand on est proche d'axes de circulation importants. Et par exemple, si vous habitez, je prends toujours cet exemple, boulevard de Lyon, le matin à 8h, vous n'allez pas ouvrir les fenêtres quand il y a le plus de circulation, parce que du coup, vous faites rentrer tout ça. Et en plus de la pollution intérieure qui est beaucoup plus importante, vous rajoutez une couche de pollution extérieure. Et les particules, ça va majorer aussi les symptômes respiratoires et avoir peut-être d'autres conséquences pour la santé des occupants. Mais en tout cas, on n'est pas, en tant que citoyen, on n'a pas forcément tous assez de communication par rapport à ça. Je crois que Cécile Jahan et Élodie Delvede ont peut-être une réaction justement par rapport aux effets sur la santé. Oui, donc juste de préciser que dans le dispositif dont on a parlé tout à l'heure, Air-Education, c'est très développé cette partie-là, les effets sur la santé. Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur les effets respiratoires, mais il y a aussi, vous verrez si vous allez découvrir la plateforme, des modules qui évoquent les maladies cardiovasculaires, le lien avec les pathologies de type neurodégénérative, des liens avec le diabète, l'autisme,
voilà, la croissance in utero, donc c'est très complexe. Ça touche en réalité tous les organes de l'organisme. Et donc, pour chaque partie du corps, des liens directs ou indirects, puisqu'il y a l'effet cocktail, il y a aussi du multifactoriel. Il n'y a pas que la pollution de l'air, mais c'est corrélé avec d'autres aspects, le tabac, etc. Mais vous avez l'occasion d'aller plus dans le détail sur tous ces effets qu'induit une mauvaise qualité de l'air sur la santé. Et on rappelle que l'OMS insiste beaucoup sur le premier type de pathologie qui est de nature cardiovasculaire, donc AVC, etc. Ça, c'est ce qui apparaît en pathologie pointée par l'OMS comme le principal lien avec la qualité de l'air. Donc ça, vous avez ces informations-là sur Air-Education. Et je crois qu'il y a un lien aussi entre fertilité masculine et pollution de l'air. Est-ce que ça vous parle, Martine Hoth? Alors, c'est vrai que dans le projet fait, quand la formation est faite, le constat est donné que le sperme masculin est de moins en moins riche. Alors, il y a certainement plusieurs facteurs, notamment tout ce qui est perturbateur endocrinien, peut-être aussi les particules. Mais qui rentrent quand même dans le cadre d'une pollution de notre air, le perturbateur endocrinien. Oui, ça fait partie de la pollution de l'air intérieur. Mais vous savez, pour le grand public, c'est une notion qui est difficile à apprécier. Perturbateurs endocriniens, les glandes endocrines, tout ça, c'est pas très parlant pour le grand public. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on essaie de faire avec l'association où je suis membre, la PPA, donc l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique Grand Est, on essaie de sensibiliser aussi vraiment le grand public sur toute cette thématique pour qu'il puisse mieux aborder cette problématique et surtout qu'il puisse agir et donner des clés simples pour réduire tout ça. Et c'est vrai que dans le quotidien de mon activité à l'hôpital, où je vois des patients qui sont malades, donc je dirais que ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire le plus possible les effets de la pollution au domicile pour améliorer la santé des personnes. On constate qu'il y a vraiment un manquement dans l'utilisation du logement. Et c'est vrai que Philippe Sigvald le citait, quand vous rentrez dans un logement, vous n'avez pas une période où on vous explique, voilà, la ventilation, ça fonctionne comme ça. La simple question que je pose aux patients, est-ce que vous avez une VMC ? Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, et Dieu sait que si on ne vous explique pas, c'est clair que c'est difficile. Et alors, quand on leur demande comment ça fonctionne, c'est souvent encore plus obscur. Et vraiment, on leur montre que vous avez des entrées d'air dans les pièces principales, des extractions dans les pièces humides. Si on met un mouchoir en papier, si le papier ne tient pas, c'est qu'il n'y a pas d'aspiration, donc il n'y a rien qui se passe. Et pour vous donner un exemple concret, la visite que j'ai faite hier matin, c'était vraiment un immeuble des années 30 où le propriétaire a réhabilité pour optimiser un peu l'espace, une mini salle de bain avec une douche, bien sûr pas de fenêtre. Donc là, si vous n'avez rien pour extraire l'air, forcément tout va moisir parce qu'il n'y a pas de secret. Les moisissures ont besoin d'humidité, de chaleur et de pas grand-chose pour se développer. Et en fait, quand on a fait le test, il n'y avait rien qui se passait. Donc ça expliquait pourquoi elle avait autant de moisissures au domicile. Et alors, dans le chauffage aussi, ce qui est compliqué parfois pour les occupants à comprendre, c'est que quand on chauffe, il faut chauffer de manière régulière. Et surtout quand on a un chauffage qui a un peu peut-être cette idée que ça coûte cher. Donc on a des patients qui ont des chauffages électriques qui sont certes pas toujours les plus performants, mais du coup ce qu'ils font, quand ils partent le matin, ils coupent et ils rallument le soir. Et après, ils sont étonnés déjà d'avoir une facture astronomique parce que du coup, les murs se refroidissent et avant que les murs reprennent la température, ça consomme de l'énergie. Et en plus, ils ont des moisissures. Donc vraiment, il faut aérer, ça c'est essentiel, chauffer régulièrement et alors isoler à minima pour éviter les phénomènes de condensation. Et c'est vrai que ce que Philippe Sigvald disait, le fait de ne pas avoir de fenêtre dans une salle de bain ou dans des WC, c'est souvent, ça pose problème.
parce que la ventilation n'est pas toujours suffisante, parce que si vous êtes dans un immeuble, vous dépendez de ce que font les autres personnes qui bougent, qui n'ouvrent pas, enfin qui nettoient pas. Des fois, on a des bouches de ventilation qui sont tellement remplies de poussière que, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Et dès qu'on nettoie, qu'on débouche tout ça, on voit qu'il y a un réel tirage. Donc, montrer ça aux gens, ça prend pas des heures et des heures, mais le bénéfice, notamment pour la santé respiratoire des occupants, est vraiment réel. Mais est-ce que ça ne peut pas, j'imagine que ça doit faire peur à certains de vous écouter et puis de se rendre compte que tout ça peut arriver. Je pense peut-être aux femmes enceintes. On sait que la pollution peut aussi interférer dans la gestation, mais ça leur fait pas un peu peur aux gens? Alors, je vois des enfants petits, des femmes enceintes aussi, on leur donne des recommandations. Les femmes enceintes, je dirais qu'il y a c'est une population qui s'intéresse quand même pas mal à cette problématique parce que ils ont la conscience de l'enfant qui va naître et puis les médias, ils en parlent pas mal. Mais c'est vrai qu'on leur donne les moyens de pouvoir être acteurs de leur santé. Et ça, je pense que c'est quand même un plus. Et c'est vrai nous, on va dans des populations qui sont en précarité dans plein de domaines et qui font des choix souvent qui, malheureusement, ne sont pas très favorables. Vous voyez, on prend l'exemple du tabac. Tout le monde, je pense de nos jours, sait que le tabac, forcément, il y a des conséquences pour la santé, des cancers, des pathologies autres. Les gens qui ont des difficultés financières vont se rabattre sur des cigarettes roulées ou tubées. Malheureusement, ces cigarettes sont 2 fois plus nocives que les autres. Mais c'est vrai qu'elles sont moins chères, c'est ce qu'ils me disent. Et après, les gens, ils pensent aussi que le fait de fumer 3-4 cigarettes, c'est pas grave ça. Avant, je fumais 1-2 paquets, donc là, forcément, c'était plus grave. Mais fumer 2-3 cigarettes pendant toute sa vie, c'est plus néfaste que fumer pendant 1 ou 2 ans 1 ou 2 paquets par jour. Donc, vous voyez, c'est des messages sanitaires qu'il faudrait remettre dans le contexte. Et pour ces familles-là, c'est difficile. Et c'est ces personnes-là aussi qui vont se rabattre sur plein de choses qui ne servent à rien, des parfums d'intérieur, des diffuseurs. Quand vous rentrez, vous êtes agressé par des odeurs de vanille, de tout ce que vous voulez. Et les gens, en fait, sur place, ne le sentent plus. Parce que quand vous êtes chez vous, vous vivez, vous ne sentez plus comment ça sent. Et dire que ça sent fort le tabac, par exemple, alors que soi-disant, ils fument dehors. Donc ça, c'est un message important. Dire que les produits qu'ils utilisent, les parfums, les bougies, tout ça, ça ne sert à rien. Les diffuseurs, ça n'apporte rien. Et c'est vraiment des produits, on appelle ça des composés organiques volatiles. Donc c'est du benzène, du formaldéhyde, du toluène, des limonènes, des choses comme ça, qui sont, pour certains, hyper irritants et même cancérigènes pour le formaldéhyde. Donc, vous voyez, c'est des choses que vraiment, ça n'apporte rien, ça coûte cher, et en plus, ça rend malade. Et alors, le pompon dans tout ça, c'est que quand les gens achètent des choses en pharmacie, du coup, pour eux, le pharmacien, c'est un professionnel de santé, donc il va vendre que des choses qui sont bons pour la santé, et alors ils achètent des mélanges d'huile essentielle, soi-disant pour assainir l'air. Alors c'est vrai que quand on lit la notice, c'est efficace, ça marche, ça tue tous les virus, les punaises de lit maintenant, vous voyez, c'est le sujet à la mode, bien sûr ça tuera le coronavirus, enfin quand on entend ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant, et ces gens-là, forcément, vont acheter ces produits qui vont déjà pas être efficaces, et surtout rajouter une pollution énorme. On a fait un travail où on a vaporisé donc ce produit, un produit qui est assez connu, qui mélange 41 huiles essentielles, et on a montré qu'en utilisant ça dans une pièce, donc comme la présentation se faisait à l'époque, on se retrouvait avec des taux de limonène, donc ça c'est les odeurs classiques d'agrumes que vous avez aussi dans beaucoup de produits d'entretien, qui étaient 10 fois plus importantes que les recommandations.
Donc c'est vraiment des choses qui ne servent à rien et qui rajoutent une pollution supplémentaire. Et justement, on va aborder les gestes pour réduire la pollution de l'air intérieur. Vous nous avez donné pas mal de pistes. Alors, est-ce qu'on peut avoir des gestes pour améliorer et peut-être même des éco-gestes qui vont permettre quand même de réduire cette pollution de manière presque drastique? Alors nous, ce qu'on regarde, c'est toujours l'aération, la fréquence de l'aération. Est-ce que, vous voyez, si vous êtes chez quelqu'un et elle vous dit que dans la salle de bain, elle ouvre tous les jours et que devant la fenêtre de la salle de bain, vous avez 50 produits, là, vous pouvez être méfiant et surtout que vous avez une couche de poussière, vous vous dites non, c'est clair qu'elle ne le fait pas. Après, on vérifie, donc ça c'est important, 2 fois 15 minutes par jour. Bien sûr, l'adapter à là où vous vivez, à la circulation. Et aussi quand on est allergique au pollen. Donc là, en ce moment, on a les pollens d'aulne, les pollens de bouleau, ça va arriver très prochainement. Donc si vous êtes allergique à ça, il faut aérer plutôt tôt le matin et tard le soir. Après, vérifier la VMC, la ventilation que vous avez. Donc entretenir les entrées d'air et nettoyer les bouches d'extraction. Et donc ça, non, malheureusement, il faut le faire tous les mois. Si maintenant vous rentrez chez vous et vous regardez votre bouche d'extraction dans la salle de bain, la cuisine ou les WC, si c'est complètement blanc, propre, c'est que soit vous êtes hypermaniaque, soit ça ne fonctionne pas. Et plus souvent, ça ne fonctionne pas que vous êtes hypermaniaque. Et ou alors, des fois, on a dans certaines cuisines, franchement, le papier, quand on le pose, c'est pas que c'est aspiré, c'est que ça colle. Donc là aussi, il faut nettoyer. C'est vrai qu'il y a des... En fait, c'est des messages qu'on ne passe plus parce que c'est des valeurs pour nos populations, on va dire, françaises peut-être et occidentales. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est valorisé de nettoyer. Mais il y a des choses qui sont incontournables. Et quand on nettoie, ce n'est pas nettoyer avec 50 000 produits. On a des gens qui ont une véritable droguerie chez eux. Nettoyer, c'est pas rajouter encore une pollution, c'est enlever avec des choses simples, du vinaigre blanc pour détartrer, pour désinfecter, on peut aussi utiliser du vinaigre blanc et du savon noir, par exemple, pour nettoyer les sols. Et alors cette mode qui est aussi assez récente de vouloir désinfecter. Donc vous avez sur les flacons de produits, c'est marqué désinfectant, donc vous savez presque à 100% qu'il y a des molécules particulières qu'on appelle des ammoniums quaternaires qui sont utilisées à l'hôpital parce que là, on a un public fragile et il faut désinfecter. Mais à la maison, en fait, vous nettoyez, même avec de l'eau et du savon, ça suffit largement. Et il faut bien sûr aérer et ne pas rajouter des polluants avec des bougies, de l'encens et tous ces produits qu'on peut utiliser pour parfumer l'air. Et dans un espace qui est encore plus confiné comme la voiture, alors là, c'est quand vous mettez les diffuseurs de parfum, c'est encore pire. Et aussi en voiture, peut-être couper les ventilations quand on est dans les bouchons. Okay. Et alors, par rapport aux plantes, est-ce que les plantes, ça peut dépolluer notre air intérieur ou est-ce que c'est une légende urbaine? Alors, en fait, les travaux qui ont été menés sur les plantes dites dépolluantes datent des années 84 d'un certain docteur Wolverton qui avait travaillé pour la NASA. Ils ont refait des travaux, ils ont montré que si on génère du toluène et on a donc une boîte avec d'1 mètre cube et si on met des plantes qui sont assez banales sur l'ensemble de la surface, il y a une décroissance. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie. Sinon, vous ne mettez plus de meubles, vous ne circulez plus chez vous. Donc, on ne peut pas l'adapter au domicile. Mais c'est vrai que, du coup, tous les magasins qui vendent des plantes, les médias, des publications sur Internet énormes, et ça, les gens l'ont retenu. Alors, le nombre de fois où les gens me disent « j'ai acheté des plantes pour dépolluer ». Donc, en fait, nous, on leur dit les plantes vertes, pourquoi pas, dans un nombre restreint. Et surtout, on sait que certaines plantes vertes peuvent être allergisantes. Le Ficus benjamina, par exemple, même si c'est rare. Mais pour des patients qui ont des pathologies particulières et qui ont des allergies, notamment aux moisissures, dans la terre des plantes vertes, on a des végétaux en décomposition et donc c'est forcément des moisissures. Donc, il ne faut pas les mettre déjà dans les chambres,
parce que ça rejette du CO2, ça aussi, il y en a qui mettent ça un peu partout. Et il faut, votre appartement n'est pas une serre, donc il ne faut pas en mettre partout. Donc ça ne marche pas. Il vaut mieux choisir des matériaux. Vous voyez, quand vous achetez un meuble dans des magasins maintenant, la teneur en COV est certainement moins forte, mais il faut quand même déballer, peut-être stocker un peu à l'extérieur, surtout si c'est pour un jeune enfant, et après le laisser dans la pièce qui est occupée par le jeune. Et ce n'est pas la peine de mettre ce genre de plantes, et surtout aérer la pièce. Et pour revenir aux bougies, aux encens en tout genre, voilà, aérer derrière. Alors nous, on va que chez des gens malades. Donc pour ceux-là, nous, on leur dit c'est vraiment déconseillé parce que c'est irrité, ça va rajouter à l'irritation. Et c'est vrai que l'irritation, c'est peut-être difficile pour certains patients à comprendre. Donc on leur dit vos bronches déjà sont irritées par plein de polluants que vous respirez. Du coup, c'est comme si vous aviez un coup de soleil à l'intérieur et le fait d'utiliser encore ces produits, vous renforcez tout ça et donc ça ne peut qu'aggraver les symptômes. Donc on leur dit il faut éviter. Alors bien sûr, à Noël, vous voyez, là c'est sur une courte durée, mais on a des gens. Alors ça c'est vrai que je suis des fois étonnée. Vous arrivez chez les gens, les volets sont à peine ouverts, ils mettent la lumière, des bougies partout. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas la vraie vie. Il faut faire rentrer le soleil, il faut ouvrir, il faut aérer. On n'est pas obligé de mettre des bougies. Nous, on a eu, par exemple, une petite fille qui avait 1 an, donc vous voyez, qui était toute petite, qui avait un asthme qui n'était pas du tout d'origine allergique. Et le médecin ne comprenait pas pourquoi elle avait tellement de symptômes chez elle. Et en fait, sa mère, elle avait une pièce de son appartement, c'était un institut de beauté. Et vous savez, ce qui est très à la mode, c'est tout ce qui est onglerie. Et ça, c'est hyper polluant comme activité, entre la poussière, les solvants, tout ce qui est utilisé. Et alors, comme elle avait du monde qui venait, donc elle passait son temps, donc il y avait des bougies qui brûlaient en permanence, dès que ça sonnait, elle vaporisait un produit qui est censé parfumer l'air, plus un produit qui est censé assainir l'air. Et quand elle faisait son lit, systématiquement, elle mettait ces genres de produits. Donc la petite, elle était exposée en permanence à tous ces composés organiques volatiles. Et vraiment, je pense que n'importe qui aurait pu avoir des problèmes. Et pour finir là-dessus, justement, où est-ce qu'on peut se renseigner de manière fiable pour éviter les fausses informations sur Internet ou peut-être en allant voir des professionnels? Où est-ce qu'il faut aller? Alors, sur Internet, il y a des sites, l'ADEME a été cité, qui est intéressant. Ils ont des prospectus sur la qualité de l'air, sur la ventilation. Il y a l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, donc c'est un organisme qui est financé par des ministères, qui à l'époque, donc je parle des années 2000, a vraiment montré que les logements étaient plus pollués. L'air intérieur était plus pollué que l'extérieur, notamment avec des polluants spécifiques comme le formaldéhyde. Ils ont fait beaucoup de travaux aussi dans les écoles. Maintenant, ils travaillent même dans les maisons de retraite, dans les centres socioculturels. Enfin, ils développent vraiment des choses. Et à partir de ces connaissances-là, on a pu notamment avoir des avancées, notamment le Grenelle de l'environnement avec l'étiquetage A+, et aussi ce qui est apparu donc en 2018, et je suis sûre que dans la salle, personne ne le sait, à partir de 2018, normalement, les lieux d'accueil des jeunes enfants, donc les crèches, les écoles maternelles, devraient avoir une surveillance obligatoire de la qualité de l'air. Alors, on n'est pas obligé de mesurer, mais juste d'avoir une évaluation pour des polluants comme le formaldéhyde, donc, qui est vraiment lié aux matériaux aussi, et à l'activité, le fait de dessiner avec des feutres ou avec certaines peintures, le benzène, qui est un traceur de la pollution extérieure, et le renouvellement de l'air, le CO2. Et en fait, dans beaucoup d'écoles, petites écoles, Strasbourg, bien sûr, ça a été fait, Paris aussi, il n'y a rien qui a été fait parce que ce n'est pas du tout connu. Je n'ai jamais eu un patient, qu'il soit élu, parent d'élève ou parent tout court, qui m'a dit qu'il était au courant, alors que c'est quelque chose qui est normalement obligatoire.
Très bien, merci à vous pour vos réponses donc, et nous espérons que ces éclairages profitent à tous pour réduire la pollution de l'air intérieur. Nous allons passer dans un instant aux questions du public, mais avant j'aimerais que peut-être chacun de nos invités fasse passer un message de prévention et de solution. On va peut-être commencer par vous, Élodie Delvey-Hervé. Oui, alors moi, ce que j'ai remarqué et ce qu'on peut du coup retenir, c'est qu'on est autour de cette table sur des fonctions qui sont extrêmement différentes, mais on a une méthode qui est au final similaire, c'est-à-dire ce problème est un problème, et on l'a tous dit, pour lequel il faut une approche globale. Chacun dans nos fonctions et chacun, nous, en tant que citoyens, c'est-à-dire qu'il est à prendre en compte avec d'autres problématiques. On a un rôle de conseil ici, donc c'est aussi rappeler le rôle de l'éducation au sens large. Là, je parle même plus de nous, le côté formation et de faire passer le message. Donc ça, c'est aussi un conseil que je donnerais, c'est toute cette information qu'on récupère, c'est de la diffuser. Nous, on a tous, en tant que citoyens, une responsabilité là-dessus. Et en fait, cette approche globale plus les conseils, le but, voilà, c'est de faire changer les mentalités, c'est le premier temps, mais pour qu'on soit acteur. Donc si j'ai, moi, un seul conseil à faire passer, c'est renseignons-nous et devenons acteurs de ce changement au plus bas, c'est-à-dire à la sphère citoyenne. Merci Cécile Jahan. Bon, j'ai pas grand-chose à compléter puisque je suis dans la même lignée, qu'il y a donc des leviers possibles, hein, c'est pas une fatalité, donc je reprends la citation du début, ça va augmenter et voilà, je redis non, parce qu'il y a effectivement des moyens d'action qui sont donc à tous les niveaux, individuels, collectifs, politiques, et que pour connaître ces moyens, il faut aller vers les dispositifs de formation, envers les spécialistes, les centres de conseil, et qu'ensuite c'est de la responsabilité de chacun, individuellement et collectivement, hein, évidemment, c'est pas uniquement le citoyen tout seul dans son coin qui est responsable, bien au contraire, c'est un ensemble qui implique différents niveaux et que si tous ces niveaux vont dans le même sens, évidemment que ça ne va pas augmenter. Merci à vous, Monsieur Zigvald. Le message que j'aimerais faire passer, c'est que tout le monde se renseigne sur la façon dont son logement est ventilé, par exemple, et sache un peu comment il respire, quoi. Donc qu'il se renseigne, qu'il aille voir éventuellement son bailleur, sinon en location, voir si son bailleur procède au nettoyage des conduites de ventilation. Il y en a qui le font, ils sont assez rares, mais peut-être les privilégiés. Donc vraiment s'informer comment respire mon logement, comment c'est ventilé, mon lieu de travail, cette salle par exemple, est-ce qu'elle est ventilée aujourd'hui? Peut-être pas, hein, on est tous un peu étourdis là. C'est des questions à se poser, quoi. C'est ce qu'on ne voit pas qui est le plus important quelque part. Et aussi là où j'habite, est-ce que j'ai raison d'habiter à cet endroit? Est-ce que je ne suis pas sous le vent? Parce que la notion de vent est très importante par rapport à une source de pollution. Voilà, est-ce qu'on ne va pas construire une autoroute près de chez moi qui contourne une grande ville qui va amener plus de pollution dans certains quartiers? Ça, c'est le cas à Strasbourg. Vous voyez, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Et chacun individuellement, en tant que consommateur, on peut avoir les moyens de faire avancer les choses. Merci beaucoup. Et Martine Hoth. Donc moi, je voulais souligner que la problématique santé-environnement, qui est vraiment ce qui nous réunit aujourd'hui, est vraiment très importante et qu'à tous les niveaux, donc que ce soit les professionnels de santé, du bâtiment, les acteurs dans les collectivités qui s'intéressent à cette problématique, puissent encore développer les connaissances et surtout faire diffuser les messages auprès du grand public. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans des thématiques, dans des publics très variés. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est toujours des gens qui sont déjà sensibilisés qui viennent aux réunions et que ceux qui auraient besoin de ces messages-là, on ne les rencontre pas toujours. Voilà, donc de la communication autour du sujet, car c'est important. Et ce sont des experts et des spécialistes qui nous en parlent. Et il ne faut pas oublier, contrairement à ce que l'on peut penser, eh bien que notre air intérieur peut être autant, voire plus pollué qu'à l'extérieur. Et pour améliorer votre habitacle, je vous invite donc à suivre les conseils de nos intervenants. Vous pouvez par exemple découvrir le dispositif Air Éducation sur aireducation.eu, le site internet de M. Zigvald et voilà, le métier de Martine Hoth. Si sur internet vous tapez CMEI, donc conseiller médical en environnement intérieur, vous avez un site, vous avez de l'information aussi. Et vous retrouvez mes collègues sur toute la France.
mesdames et messieurs, c'est la fin de notre conférence radio. Je remercie donc nos invités du jour, Élodie Delvedervé, Cécile Jahan, Philippe Sigwald et Martine Hoth. Un grand merci à vous d'avoir accepté de venir, d'avoir accepté notre invitation. Merci à l'association Déclic également qui a permis à quelques personnes de découvrir le Serious Game de ce matin, proposé par l'UPEC dans leurs locaux à Schittigheim. Un grand merci également, bien sûr, à Laurent Lab et toute son équipe pour leur accueil ici au centre socioculturel d'Elzo. Nous remercions Maxime Offard à la régie qui a assuré le bon déroulement de notre émission. Et bien sûr, pour finir, un grand merci à vous, chères auditrices et auditeurs, au public qui est venu assister à cette conférence, puisque sans vous, tout ça n'est bien sûr pas possible. Vous pouvez suivre l'ensemble de nos actions sur Internet, sur notre site news.defricheur.fr, mais également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas que s'informer autrement, c'est déjà agir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée.